Bonjour, donc aujourd'hui, avec cette séquence 2 de vidéos, on va parler d'espace de Hilbert. On va d'abord présenter, dire quelques mots sur le personnage. Donc il s'agit, je vais arrêter la vidéo. Voilà, pour qu'on voit mieux tout ça. Donc, comme Gilbert a vécu dans les siècles, le 19e et le 20e siècle, et surtout c'est dans le 20e siècle qu'il a fait produit, donc on va dire, ses efforts en termes de mathématiques, et donc on peut le considérer comme un des plus grands mathématiciens du 20e siècle, clairement. Et il a tout d'abord, et c'est pas vraiment l'objet de ce cours, mais enfin, je veux quand même vous en parler, il a quand même, vous le savez peut-être, mais la géométrie euclidienne n'était pas du tout formalisée, et donc c'était assez intuitif, et donc il a proposé donc, des axiomes, c'est-à-dire donc, des briques de mathématiques, on va dire, formelles, pour construire brique par brique la géométrie euclidienne. Et donc ça a été quand même une avancée considérable pour les mathématiques. Ce qui nous intéresse plutôt, ce sont les espaces vectoriels qu'on appelle espaces vectoriels topologiques ou fonctionnels, donc qui sont les espaces de Hilbert, donc on va définir aujourd'hui. Nous avons également d'autres propositions de David Hilbert sur la théorie des nombres, l'algèbre et les calculs sur les variations. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que d'habitude, donc, les chercheurs proposent dans les conférences internationales majeures de leur domaine, donc, les avancées scientifiques récentes qu'ils ont obtenues, alors que lui, il arrive donc au Congrès international de mathématiques en 1920, en 1900, à Paris. Et donc, au lieu de proposer ces avancées scientifiques, il va plutôt proposer des problèmes ouverts, mathématiques, 23 en l'occurrence, en gros, en disant aux mathématiciens, bah, ce serait pas mal si tous ensemble, on se mettait à travailler sur ces problématiques-là. Et donc, il a, en quelque sorte, structuré, architecturé les mathématiques du XXe siècle. Il y a pas mal de problèmes résolus. Hein. Il y en a encore quelques-uns qui ne le sont pas, il y en a au moins 5. Certains sont toujours avec un prix d'1 million de dollars pour ceux qui vont pouvoir les résoudre. Donc, il y en a un qui est donc la conjecture de Riemann, c'est le numéro 8, si on descend un peu. Donc, on va regarder ici, vous voyez la conjecture de Riemann. Alors, il s'agit donc, si on clique, il s'agit donc d'une fonction qu'on appelle la fonction zeta, qui a donc des racines. Alors, il y en a qui sont faciles, des racines des zéros donc, qui sont réelles, et d'autres qui ne sont pas réelles, donc qui sont complexes. Et il se trouve que on ne sait pas le montrer. C'est ça le problématique, c'est montrer, mais on sait, en tout cas, chaque fois qu'on observe une racine complexe, sa partie réelle est égale à moins 0,05, moins 1,5. Voilà. Donc l'idée, c'est de comprendre et donc de montrer finalement que toutes les racines sont sur cet axe x égale moins 1 sur 2, la droite est réelle moins 1 sur 2, et ça aurait donc des conséquences énormes, notamment en compréhension de la distribution des nombres premiers. Et donc, pour la théorie des nombres, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, c'est toujours ouvert pour ceux qui veulent réfléchir là-dessus. Donc, nous, on va venir à notre partie qui nous intéresse, donc l'espace de Hilbert. On va d'abord revoir la notion de produit scalaire que vous avez déjà vu, et bien entendu, donc le produit scalaire, donc on le montre ici, hein, vous voyez pardon, je vais mettre un stylo, ce sera plus simple ici. Voilà, donc voilà le produit scalaire, comme on le définit, d'accord, avec donc deux éléments qui sont des vecteurs, d'accord, dans un espace vectoriel, donc x et y, par exemple. Lorsque x égale y, donc on sait que le produit scalaire est positif. S'il est nul, ça veut dire que le vecteur l'est aussi. On peut avoir donc la commutativité, on va dire hermitien, d'accord, donc avec ici x, c'est l'étoile qui veut dire le conjugué, hein, vous avez x et y qui sont des complexes, vous avez ça, et vous avez la commutativité lorsque x et y sont réels, vous avez donc la distribution par rapport à la loi interne de l'espace vectoriel, la somme, et vous avez également la distribution par rapport à la loi donc externe, la multiplication et l'addition interne, la multiplication externe par un scalaire donc qui peut être complexe ou réel. Voilà. Alors donc ça s'appelle un produit hermitien lorsque on est en complexe, et là ça s'appelle un produit scalaire lorsqu'on est dans R. Donc on va pouvoir
on peut utiliser cette chose pour pouvoir aussi construire d'autres outils. Mais donc d'abord, parlons de ce premier outil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Finalement, on l'a vu, hein, vous l'avez vu, c'était plus la forme de projection d'un vecteur sur un autre. On projette x sur y, et puis on regarde finalement le cosinus de x sur y. Donc, voilà. Alors, si on parle de manière plus générale, et ce qu'il faut dire surtout, c'est que on peut dire que c'est une sorte de mesure, hein, donc, première mesure qu'on va trouver, c'est une mesure donc de similarité entre deux vecteurs. Ça peut être deux images, ça peut être deux signaux discrets, mais en tout cas, on mesure la similarité globale entre deux objets, et donc ça donne un produit scalaire, ça donne un coefficient donc, qui est réel ou complexe. Donc ça, c'est quand même important. Vous voyez qu'on a une notion de mesure ici. On va pouvoir utiliser maintenant cette mesure pour aussi construire la norme. Donc vous voyez qu'ici, la norme, finalement, c'est lorsque x égale y. Vous avez donc la norme qui est la racine du produit scalaire ou du produit hermitien. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc là, ça, on peut le lier ça, à quelque chose qui peut être lié par rapport à pourquoi pas, très schématiquement, la quantité d'informations dans X. Hein, on peut le voir comme l'énergie de cet objet X. Voilà des choses qu'on pourrait dire dessus. Des propriétés qu'on aura l'occasion de voir un peu plus ultérieurement et surtout en utilisant des exercices qu'on va faire ensemble, plutôt en travaux dirigés. Donc je passe là-dessus et regardons maintenant qu'est-ce qu'un espace finalement de Hilbert. Juste avant d'arriver à l'espace de Hilbert, d'abord on construit un espace qu'on appelle pré-hilbertien en injectant l'espace dans l'espace vectoriel classique le produit scalaire. Ensuite, donc, ça s'appelle un espace de pré-hilbertien. Voilà. D'accord. Maintenant, on va ajouter également à cet espace de pré-hilbertien la notion de complétitude qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute suite de Cauchy, donc, par exemple, une suite de fonctions, ici, fonctions de famille de fonctions, ou voilà, comme ça, qui va donc converger vers un objet ou un vecteur qui est dans le même espace. Donc on parle d'un espace complet, sans trou. Hein, on reste confiné à l'intérieur, hein, donc ça c'est quelque chose d'important. Nous aurons l'occasion d'en parler. Pour l'instant, je vous propose donc de l'admettre et on va l'utiliser plutôt quand on va montrer comment on approxime des fonctions. Mais ce qui est intéressant de voir donc maintenant, donc avec le produit scalaire et la norme, plus la complétitude, on est maintenant, on a pu donc produire ou définir un espace de Hilbert, qui donc a été défini en 1909 par David Hilbert. Vous voyez qu'ici, il y a une troisième notion qui nous arrive, c'est la différence entre deux choses, deux objets, et donc qu'on va appeler comme la distance entre ces deux objets. Donc, la distance entre deux vecteurs x et y se mesure également par un produit scalaire. Ici, vous voyez, c'est la norme de la différence, x moins y. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très intéressant parce que là, on va pouvoir situer les objets ou les uns par rapport aux autres et dire, tiens, ben, cet objet est proche de y ou pas proche de y. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant partager avec vous un petit écran pour pouvoir, si j'y arrive, faire un schéma. Voilà. Donc, on va pouvoir donc, dessiner un objet ensemble. Donc, on va donc dessiner un espace vectoriel ici. D'accord ? On va lui mettre, donc, pour faire un espace vectoriel, la loi addition et la loi multiplication par un scalaire. Et donc, nous allons y injecter maintenant, tout d'abord, pour faire un espace pré-hilbertien, donc le produit scalaire entre deux vecteurs. Et donc, on a parlé d'une mesure de similarité. Ensuite, on va y injecter, je le mets à part, donc la norme, un vecteur, qui est donc produit scalaire, la racine d'un produit scalaire. Donc là, on va pouvoir, on peut imaginer que c'est par exemple, un signal continu, et donc on va calculer
une sorte d'énergie de cette fonction continue. Donc, quantité d'informations contenues dans cette information-là. Et on va également avoir l'outil qui est la distance entre deux vecteurs, x et y. Donc, ça c'est quelque chose qui permet donc d'injecter la topologie, une topologie à l'intérieur de l'espace vectoriel. Et tout ça s'appelle un espace de Hilbert. Voilà. Donc, vous voyez il y a trois outils, la mesure de similarité ici, l'énergie, la norme et la topologie. Alors la norme, si on regarde d'un petit peu plus près, c'est finalement la distance entre x et le vecteur nul. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que on arrive à positionner maintenant le vecteur par rapport à l'origine. Parce que dans un espace vectoriel, si vous vous souvenez, il n'y a pas d'origine. Les vecteurs sont dans l'espace. On ne sait pas comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Là, avec Hilbert, maintenant on le sait. On peut calculer des ressemblances avec le produit scalaire. On peut calculer une distance entre deux vecteurs, notamment entre le vecteur x et l'origine de l'espace. Voilà. Donc je vais revenir maintenant au transparent. Donc on a vu effectivement tout ça. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un espace de Hilbert. Nous allons maintenant définir ensemble le premier espace que Hilbert a proposé. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans en fait, dans un espace? On va mettre la première chose que Hilbert propose, c'est toujours au début du XXe siècle, ce sont des fonctions continues. Donc, en plus, ces fonctions-là sont carré intégrables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous avez cette intégrale donc, qui correspond à quelque chose que vous connaissez. Si nous continuons, on parlerait d'énergie. Vous voyez que l'énergie de cette fonction f est une énergie qui est finie. Donc, ce sont des fonctions ou des signaux continus à énergie finie. Des fonctions donc, qui sont assez sympathiques, on va dire, en théorie du signal. Donc, ce serait un signal à énergie finie. Et donc, la première fois que le produit hermitien est proposé par ces fonctions continues par David Hilbert, qui est donc sous la forme d'une intégrale continue qui multiplie deux fonctions, ici f et g, des fonctions continues, avec g qui peut être donc ici les fonctions, si elles sont complexes, à ce moment-là, on parle d'un produit hermitien. Si en bas, les fonctions sont réelles, on parle de produit scalaire. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est un produit de deux fonctions. On appelle ça une forme quadratique. Donc, c'est important que vous notiez cette expression. C'est une forme quadratique qu'on intègre pour tout t. Et nous allons avoir un scalaire, un réel ici, ou un complexe ici, qui va correspondre à une quantité. Donc, ça va calculer une quantité, un produit scalaire, une sorte de ressemblance entre deux fonctions continues. Voilà. Donc, si maintenant on regarde un petit peu maintenant qu'on sait ce que c'est que le produit hermitien, on peut calculer la norme d'une fonction ici. Vous voyez, la norme ici, c'est finalement l'énergie, la racine de l'énergie de la fonction, donc qui, on le sait, est une forme qui converge. Donc, la norme est finie. Donc, c'est toutes les fonctions continues de normes finies qui sont dans cette espèce-là. Alors donc on va maintenant qu'on a un exemple d'espace hilbertien, on va regarder comment la transformée de Fourier continue s'intègre là-dedans ou se marie bien avec cet espace de Hilbert. Donc on va dans un espace de Hilbert qui est à carré intégrable, on peut montrer, et c'est vraiment un paradis pour la transformée de Fourier ici, que chaque fonction de cet espace possède une transformée de Fourier unique. Et en plus, cette transformée de Fourier est également dans le même espace. Donc on reste confiné dans cet espace-là. Et il y a une bijection, c'est-à-dire qu'on peut partir de petit x par exemple, si on continue dans le temps et arriver à un spectre continu en fréquence, et on peut revenir en arrière, faire la transformée de Fourier inverse, et on retrouvera exactement l'unique signal qui est x. Donc il y a une bijectivité. Donc c'est quelque chose qui est assez sympathique parce que toute la transformée de Fourier existe. Vous savez que si la transformée de Fourier n'existe pas, à ce moment-là, il faut utiliser pour les fonctions continues la transformée de Laplace. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Donc on est
on est assez confiné, on est dans un espace tout à fait sympathique pour pouvoir faire la transformée de Fourier, donc de l'analyse de signaux continue ici. Alors, donc, on va regarder, et ça c'est quand même assez sympathique, vous avez ici la transformée de Fourier que vous connaissez si bien, le signal X qui est le signal continu, et ici vous avez une fonction de base, hein, donc complexe, enfin, la base canonique, hein, donc, qui est donc complexe conjugué, enfin, qui est un cos plus j sin, on va dire, qui va aussi à une fréquence f ou f0. Voilà. On peut écrire ça sous cette forme, donc avoir l'exponentielle avec ici conjugué, et donc finalement cette forme, on l'a déjà vue, c'est un produit hermitien. On peut écrire ça sous la forme d'un produit hermitien, et vous voyez qu'on a ici quelque chose qui sort. Qu'est-ce que ça sort? Ben, ça sort un coefficient qui est donc un coefficient complexe, hein, d'accord? Qu'est-ce que finalement calcule la transformée de Fourier? Si on regarde côté espace topologique, ben, ça calcule une similarité entre votre fonction x et votre fonction de base qui aussi a une certaine fréquence. Donc, à chaque x, pour un x donné, on va regarder sa ressemblance entre lui-même et une fonction de base. Par exemple, prenons un sinus de pi f0t, on aura la ressemblance de x par rapport à ce signal sinusoïdal qui est aussi à f0. Si cette ressemblance est grande, le coefficient ici sera grand. D'accord. Et si la ressemblance est nulle, bah, le coefficient donnera quelque chose de 0. Donc on peut, vous voyez, si je traçais ici en fonction de f le gabarit spectral, quelque chose comme ça. Donc pour chaque fréquence f0, on peut calculer ici f0, on va pouvoir calculer pour chaque f0, je peux calculer un produit hermitien pour avoir la valeur ici, donc là j'ai tracé plutôt les modules, hein, d'accord, le module du coefficient de Fourier qui correspond à cette fréquence de f0. Donc on peut analyser pour toutes les f, donc une infinité de points, ou alors si le signal était périodique, on regarderait uniquement que f0 et ses harmoniques, donc, puisque le spectre serait discret, et on calculerait pour chaque spectre, pour chaque ray spectral, F0, 2 F0, 3 F0, un produit hermitien pour trouver ça. Bien sûr, l'inverse est également vrai, puisqu'on peut partir, faire la transformée de Fourier inverse et obtenir parfaitement le signal X de départ. D'autres exemples, et donc avant d'arriver à d'autres exemples, pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est bien sûr Parseval, que vous connaissez, l'énergie se conserve dans le signal en temps et en fréquence, ok, mais ça c'est quelque chose d'assez précis. Si on généralise cette fonction, ben, ça s'appelle c'est la formule de Plancherel-Parseval qui a été posée par donc, deux chercheurs ici, qui finalement, ici c'est lorsque x égale y, et ici c'est une forme générale, on a x et y, on calcule le produit hermitien en temps, on calcule le produit hermitien en fréquence, ça donne le même résultat. Donc le produit hermitien se conserve en temps et fréquence. Donc que ce soit dans le domaine des temps, ici, qu'on soit dans le domaine des fréquences, le produit hermitien se conserve. Ce que je vous ai oublié de dire aussi, c'est que vous voyez qu'ici, c'est pas mal d'écrire ici, à côté de chaque produit hermitien, dans quel espace on se trouve. Donc ça dit que x et y sont dans cet espace de Hilbert qui est écrit comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Majuscule L, c'est une intégrale continue, hein, on appelle l'intégrale de Lebesgue. 2 veut dire qu'on est dans une forme quadratique, comme ici. R, qu'on prend des valeurs dans R, vous voyez que T est dans R, et C, ça veut dire que le résultat sera un complexe. D'accord? Donc voilà la notation ici qu'on a vue. Donc n'oubliez pas que 2, c'est la forme quadratique qui rappelle, si vous avez noté, je pense que vous l'avez noté, donc la distance quadratique, la norme L2, hein, qu'on appelle également, qui est donc une forme quadratique. D'autres exemples existent, hein, par exemple ici les fonctions continues qui sont périodiques. Hein, je ne vais pas détailler plus. Et ici, autres exemples où on prendrait des fonctions discrètes, c'est-à-dire par exemple aussi un discret. À ce moment-là, au lieu d'avoir donc, des fonctions continues, vous allez avoir donc, une suite complexe ici, avec toujours l'énergie qui est finie. Donc ce sont des fonctions discrètes à carré intégrable qui donnent des produits hermitiens qui s'écrivent cette fois-ci pas sous la forme d'une intégrale, mais sous la forme d'une somme discrète. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un grand L ici, c'est un petit l qui montre que c'est une somme discrète, toujours une forme quadratique de
et B sont multipliés. On prend la valeur dans une suite complexe avec donc je dirais des indices appartenant à Z et on récupère des produits, donc des coefficients qui sont complexes. Voilà. Donc j'ai terminé cette deuxième séquence vidéo, hein, qui ici, donc ça vous a permis donc, de garder, donc, ce qu'on a retenu, c'est l'espace de Hilbert avec ces trois outils nouvelles, en plus de l'addition et le produit scalaire, la multiplication par un scalaire externe, ben, on a maintenant un produit scalaire, une norme et une distance qui permet donc de faire de l'espace vectoriel classique un espace de Hilbert, un espace donc topologique. On peut donc situer les choses, les objets les uns par rapport aux autres. Et notamment, la transformée de Fourier trouve un petit paradis là-dedans, puisque qu'est-ce qu'une transformée de Fourier? Ce n'est qu'un produit hermitien qui permet de mesurer la ressemblance entre une fonction quelconque, une fonction continue, périodique ou pas périodique, quelconque, avec des signaux sinusoïdaux. Ou d'autres fonctions de base. Si à la place d'avoir des fonctions de base sinusoïdales, on avait des fonctions de base autres que sinusoïdales, comme par exemple les fonctions ondelettes que nous allons voir au fur et à mesure de ce module.